mieux spéculer. C'est vrai qu'on sait que les banques peuvent gagner de l'argent quand les cours montent, ils peuvent en gagner également quand les cours baissent. Philippe de Sertine. Non mais je crois que là on a effectivement des sentiments comme ça multiples qu'on retrouve assez souvent dans l'opinion publique, voire même d'ailleurs dans les cercles de la finance ou de l'économie en disant les agences sont pas sérieuses, les banques spéculent, etc. Je crois qu'il faut bien voir aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une situation où depuis 4 ans, on sait que le problème de l'économie mondiale, c'est la dette occidentale. Et depuis 4 ans, l'Occident dans son ensemble et l'opinion publique occidentale ne cherchent qu'une chose, c'est se cacher et cacher cette évidence. Je crois qu'aujourd'hui, quand on voit les marchés qui sont tous vendeurs, on n'est pas dans une logique. Là aujourd'hui, quand on a les variations qu'on est en train de dire depuis des jours, c'est-à-dire qu'on commence à voir vraiment des blocs de valeurs qui sont vendus. Les opérateurs, ils font pas ça simplement pour s'amuser. Ils font ça parce que vraiment, ils sentent pas le futur. Et je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de chercher des boucs émissaires quand on n'est pas en train de travailler sur nos propres faiblesses. Le problème depuis 4 ans, et en particulier même autour du 21 juillet en Europe et à la fin du mois de juillet aux États-Unis, c'est qu'on a l'impression sans cesse qu'on est en train de colmater pour quelques jours en disant maintenant on est tranquille, les médias parlent plus de nous et on espère que ça va rester comme ça. Ben non, sans cesse la vague revient de plus en plus forte et l'opinion publique qui va dire ah ben maintenant c'est les agences, comme on a dit avant, sont les banques, etc. et qui refusent de regarder le problème structurel de nos économies, en fait l'opinion publique elle se trompe comme les politiques. Alors même si on ne peut pas nier, on sait que certaines banques spéculaient contre la Grèce en achetant des CDS et ils gagnaient de l'argent en faisant chuter la Grèce. Et quelque part, peut-être qu'ils n'étaient pas responsables, mais ils peuvent avoir été les éléments déclencheurs qui a provoqué la chute de la Grèce. Ça, c'est bien vrai. Et eux gagnaient de l'argent. Absolument. Là, quand on parle des banques, des acteurs qui interviennent, ensuite, effectivement, le boulot d'un financier, c'est aussi anticiper les faiblesses éventuellement d'un système qu'il anticipe. Mais quand on parle des agences, là, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Aujourd'hui, ce qui fait baisser le marché, c'est le fait que nous avons un événement historique, répétons-le, absolument historique, c'est la perte du type AAA des États-Unis. C'est vraiment l'économie mondiale qui a perdu sa boussole. Alors justement, Justin Weiss, on va retourner un petit peu aux États-Unis. Est-ce qu'en ce moment, le sentiment des Américains, c'est ce qu'on disait, et Standard & Poor's surfe là-dessus, c'est le début de la fin du règne américain, c'est le déclin de l'empire américain. Est-ce que, oui, les Américains sont un peu abattus, là, en 2011, et est-ce que ça peut être justement un wake-up call, comme on dit chez vous, c'est-à-dire le réveil de l'Amérique qui dit « America is back », on pense à Reagan au début des années 80. Je ne pense pas que ça soit le début d'un réveil parce que malheureusement je crains qu'on n'ait pas encore atteint le cœur de la crise. Le problème et le débat ici, et c'est pour ça que la décision de Standard & Poor's est si importante, concerne la nature de la crise. On a beaucoup parlé de la reprise, c'est-à-dire que oui, il y a eu cette crise en 2008-2009, mais depuis 2009, en théorie, on en est sorti, on va vers des jours meilleurs, la lumière est au bout du tunnel, et en réalité, tout le monde parle donc d'une deuxième récession, une double dip recession, où en effet, à nouveau, l'économie irait dans le fossé. Et le problème, c'est que la notation de Standard & Poor's indique quelque chose qui serait potentiellement encore plus grave, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans une deuxième récession, mais on est dans une vraie crise de la dette qui date depuis en gros 2008-2009, c'est-à-dire que au fond c'est une dépression et on est dans une, vous savez les économistes aiment beaucoup ça, on est dans une, non pas dans un W, c'est-à-dire une double récession, mais dans une récession de type en L, c'est-à-dire qu'on est tombé en 2008-2009, il y a eu vaguement une reprise mais pas vraiment, et il va falloir maintenant éponger la dette, et ça va prendre non pas comme les récessions habituelles 1 ou 2 ans, mais ça va prendre 6, 7 ans, peut-être 10 ans pour sortir de cette crise de la dette. Et c'est pour ça que l'ambiance ici, à cause des chiffres qui ont été mentionnés à l'instant de la semaine dernière, l'ambiance ici est vraiment très morose, très pessimiste, parce que ce qui s'annonce pour l'avenir, à moins qu'on se trompe sur cette analyse, mais ce qui s'annonce pour l'avenir n'est vraiment pas très brillant. Gifle économique, gifle politique également quand Vladimir Poutine dit l'oncle Sam se comporte comme un parasite, et quand les Chinois font la leçon en disant soyez rigoureux, taillez dans vos dépenses militaires. D'ailleurs, c'est une façon aussi d'affaiblir politiquement les États-Unis quand les Chinois donnent l'ordre aux États-Unis de réduire leurs dépenses militaires et leurs dépenses sociales.
Oui, alors il y a un élément de ça, mais il faut pas, disons, exagérer. Les Chinois détiennent à peu près 1200 milliards de cette dette, c'est-à-dire moins de 10%, 8%. C'est très important, évidemment, mais ça n'est pas non plus, voilà, ils ne possèdent pas non plus les États-Unis. Et puis surtout, ils ont besoin de placer leurs sous quelque part, et ils ont besoin également de maintenir leurs machines à exporter, de maintenir le cours du yuan. Donc bref, c'est vraiment un jeu d'interdépendance, et donc on n'est pas dans une situation où maintenant la Chine possède en quelque sorte les États-Unis. Bien sûr, pour l'image des États-Unis, ça n'est pas bon, mais il faut aussi voir, disons, sur le long terme. Peut-être qu'on entre dans une récession prolongée, mais il n'en reste pas moins que les États-Unis, historiquement, ont un taux de croissance supérieur, en tout cas à celui des autres économies développées comme l'Europe, parce que leur population croît, parce que c'est généralement une économie dynamique. Leur dette, évidemment, est importante en chiffres absolus, mais elle reste inférieure à 100% du PIB, et les projections, celles sur lesquelles Standard & Poor's s'est trompé d'ailleurs, montrent qu'elle devrait redescendre vers le taux français d'ailleurs, à peu près 85%, taux français actuel, d'ici quelques années. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus aller trop vite vers les conclusions et voir dans ce qui se passe actuellement, disons, le début d'un long déclin. Mais d'ici 2012, quand même, ça va être difficile pour Obama de gagner les élections. Là, c'est en novembre prochain. Enfin, en novembre, dans 14 mois. Tout va dépendre de l'économie. Il faut bien voir que toute la lutte du mois de juillet sur la dette a plutôt, sur le long terme, bénéficié à Obama. C'est ça que disent les sondages. Les électeurs blâment davantage les républicains à la Chambre des représentants que le président Obama et les démocrates, d'une part. D'autre part, Obama a apparu, disons, responsable lorsqu'il a fait des concessions très importantes qui lui sont maintenant reprochées par son propre camp, mais son propre camp ne va sans doute pas, disons, le défier dans les primaires, de sorte qu'il sera bien le candidat démocrate. Donc bref, il reste pour l'instant plutôt dans une bonne position pour novembre 2012, sauf si l'économie continue à descendre, et sauf si le chômage ne descend pas en dessous de 9,2, 9,1, 9, comme on le voit actuellement. S'il remonte vers 9,5 ou 10, là en effet, et plusieurs politologues et se sont servis disons, d'équations pour montrer que en dessous d'un certain niveau de croissance de l'économie, le président ne peut simplement pas être réélu, et on peut même, disons, mettre des chiffres là-dessus. C'est sans doute ce qui va se passer, c'est-à-dire soit l'économie reste à peu près comme elle est maintenant et Obama a toutes les chances de prévaloir, soit l'économie est dans une situation bien pire dans un an, c'est-à-dire quand ça va compter 4 mois avant les élections, et en ces cas-là, oui, il y a très forte chance qu'il ne soit pas réélu. Les gens sont en train de perdre confiance dans les rouages de l'économie. Ouais. Si on revient sur le cas américain, et pour revenir sur ce que disait Julien Weiss tout à l'heure, moi je ne partage pas son avis sur beaucoup de points, parce que je crois, que Obama, effectivement, a été élu, il faut se souvenir, il a été élu en 2008. En septembre 2008, il n'était pas en tête des sondages. Il est devenu en tête des sondages sur McCain quand la crise, justement, s'est déclenchée. Il a été élu par les Américains pour faire face à la crise, parce qu'on a estimé que le couple Palin-McCain ne correspondait pas à ce qui pouvait permettre de résoudre la crise. Donc aujourd'hui, il est en train de payer ça, c'est-à-dire qu'il a été élu sur une confiance, et une confiance qu'il a perdue. D'autre part, les visions optimistes, moi je pense plutôt que la dette américaine va continuer d'augmenter plutôt que de régresser. Il faut bien souvenir que le plan Obama a été notamment dans la dernière période jusqu'à juin dernier, jusqu'à juin 2011, de faire intervenir massivement la Federal Reserve, la banque centrale américaine, dans l'économie. Jusqu'à juin, elle a injecté de l'argent pour essayer de faire baisser le taux de chômage. Or le taux de chômage, il ne baisse pas, et tout à l'heure quand on parlait de fausses statistiques, alors là pour le coup on sait que les statistiques du chômage aux États-Unis, elles sont archi sous-évaluées. Il faut rajouter au moins 5-6% par rapport au taux officiel. Donc ça veut dire... Le chômage n'est pas à 9%, il est à 15% aux États-Unis. Absolument. Alors là je le dis, et je le dis comme beaucoup de banquiers américains, on sait que le chômage réel aux États-Unis, de façon très simple, on écarte des statistiques du chômage les gens qui, ne cherchent plus de boulot, mais en fait évidemment parce qu'ils n'en trouvent pas, et 2, on écarte ceux qui sont au chômage depuis trop longtemps. Donc c'est une façon quand même extraordinaire de réduire le chômage, et surtout de le réduire dans les proportions justement qui sont les plus inquiétantes. Donc je crois que aujourd'hui Obama se trouve dans une impasse économique, que les États-Unis sont proches d'une récession, et que là aujourd'hui en fait le travail des républicains, c'est de dire en fait on a juste à attendre que l'économie continue de se casser la figure, et les élections vont être pour nous en novembre prochain. Et ça c'est la pire des choses, parce que ça signifie effectivement qu'il n'y a pas l'union sacrée absolument
absolument nécessaire aujourd'hui pour réagir vis-à-vis de la situation. Et les démocrates sont prisonniers de cette situation. Les républicains sont dans une approche qui vraiment est une approche court-termiste et politique. Et quant au président Obama lui-même, il est seul à l'intérieur de son propre camp. Donc vous faites le même jugement que Standard & Poor's, vous êtes très sévère sur le jeu politique américain. Est-ce que vous enterrez ce soir les États-Unis? Est-ce que vous pouvez dire ce 5 août 2011, au fond c'est la fin de l'Amérique et c'est le triomphe de la Chine avec son argent et ses leçons qu'elle va donner au monde entier? On est vraiment dans la fin d'un système, ça fait aucun doute, mais sûrement pas encore dans le début d'autre chose. Mais si vous voulez vraiment avoir une opinion intéressante sur la situation américaine, pourtant Dieu si je fais toutes les réserves par rapport à leurs calculs, c'est l'agence Dadong que vous avez évoqué tout à l'heure dans le reportage, l'agence chinoise qui le donne. Vous allez sur internet, si vous lisez l'anglais, vous allez lire, il y a une note très bien faite sur une page sur pourquoi nous dégradons la note américaine. Ça date du 3 août, ils ont anticipé un tout petit peu Standard & Poor's, ils disaient pourquoi nous dégradons encore une fois la note américaine. C'est remarquable, ils vous énoncent tous les points qui posent problème aux États-Unis et je vous assure que quand vous lisez ça, ça vous glace le sang.